Bonjour à tous, je suis Marie-Laure Schferrer, je suis biologiste, écologue de formation et je travaille à l'Office français de la biodiversité. Et je suis chargée de mission pour les prédateurs et les déprédateurs. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail là de ma mission, mais vous verrez au fil de la présentation comment finalement mon quotidien fait écho à notre thématique d'aujourd'hui. En préambule, je voulais d'abord remercier Olivier Poncer et Thomas Delage de m'offrir l'opportunité de réaliser cette présentation devant vous aujourd'hui. Alors, la thématique est un peu en marge de mon activité. Je l'effleure sur les contours, donc je ne suis pas spécialiste du sujet, de cette question. Au fur et à mesure des réflexions que j'ai menées pour préparer cette présentation, je suis allée sur le terrain de la philosophie, de l'éthique. Ça m'éloignait de petit à petit des sciences qui sont mon quotidien. J'ai trouvé ça très intéressant, très enrichissant, et puis j'ai envie de partager un certain nombre de réflexions avec vous. Alors pour tout vous dire, quand on m'a sollicité pour cette présentation, je devais reprendre le support d'un collègue qui est intervenu l'année passée, et puis en me l'appropriant, j'ai trouvé que c'était un petit peu à travers un exemple très détaillé que je vais reprendre partiellement, qu'on se privait aussi d'autres approches pour traiter cette question de la coexistence avec les êtres vivants. Donc voilà, je vais me lancer. J'espère que ce sera pas trop décousu, pas trop confus. N'hésitez pas aussi à m'interpeller en cours de route. Moi, ça me va très bien aussi si la présentation est interactive. Pour pouvoir échanger ou préciser mes propos, des notions, si je ne suis pas tout à fait claire. Alors, pour commencer, quelques notions générales d'écologie pour rendre compte de ces liens qui nous unissent, donc tous les vivants au sein de la biodiversité. Pour introduire le sujet. Donc, des notions clés sur cette thématique. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Donc, c'est un système qui est formé par un environnement, le biotope, et par l'ensemble des espèces, la biocénose, qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. Donc on comprend bien par cette notion-là qu'on est dans un système où on a des cycles, des flux de matière, des cycles biologiques, vie, reproduction, mort, les réseaux et chaînes trophiques qui ont déjà été un petit peu illustrés par Thomas. Et donc on est vraiment dans une notion d'équilibre cyclique. C'est quand même souvent comme ça qu'on représente les mécanismes de la vie. Et ces équilibres naturels, le fonctionnement de ces écosystèmes, ils reposent sur les relations entre les espèces qui partagent ce même milieu de vie. Et le vivant est fait d'interactions positives ou négatives entre les espèces. Donc c'est ce qui est illustré par le schéma sur la droite. Donc on a des relations de différentes natures entre les espèces. Depuis la compétition, où là c'est clairement une relation, on va dire, négative, puisque c'est une espèce finalement contre l'autre qui se bagarre entre guillemets pour trouver, prendre ta place dans l'équilibre, à la symbiose, où là on est sur une relation mutualiste qui bénéficie aux deux espèces concernées. Donc on a des gradients de relations
qui passe notamment par la prédation et le parasitisme, où là, c'est une espèce qui profite, qui bénéficie aux dépens d'une autre. Donc tout ça pour vous dire que, contrairement à ce qu'on pense parfois, la vie sur Terre se fonde essentiellement sur des interactions à bénéfice réciproque. Donc l'évolution tend naturellement vers un équilibre qui se fonde sur la symbiose entre les êtres vivants. Donc ça fait écho à la citation de Michel Serres en fin de l'intervention de Thomas. C'était pour vous illustrer ces relations et cette interdépendance entre les êtres vivants, que j'ai repris un petit peu ces notions générales d'écologie pour introduire le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je bascule sur la notion d'anthropocène, qui a été déjà bien explicitée par Thomas, pour simplement ancrer l'image que dans cet anthropocène, on est clairement dans une rupture manifeste de la relation qui unit les hommes à la Terre. L'être humain est aujourd'hui omniprésent sur Terre par les technologies qu'il développe. Il est capable d'être partout sur la Terre, dans le ciel jusqu'au fond des océans, même dans les milieux inhospitaliers pour son espèce. Il est clairement en position de domination sur les autres espèces et a une posture générale de maîtrise et de contrôle de son environnement. Il consomme sans limite les ressources naturelles et produit d'innombrables déchets. Je poursuis le tableau un peu noir, mais de notre réalité, malheureusement. Il exploite et dégrade les milieux naturels et donc nuit aux habitats d'espèces. Il pollue tous les compartiments de l'environnement. Et finalement, c'est un petit peu l'enchaînement de ces effets qui provoque, in fine, l'accélération du changement climatique et de la perte de biodiversité. Donc aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que clairement, l'équilibre naturel qui sous-tend le vivant, la vie sur Terre, est rompu du fait de l'homme. Et la question qui nous préoccupe, c'est comment aujourd'hui changer de trajectoire. Donc on a déjà dressé quelques pistes à travers les interventions précédentes. Là, je vais me concentrer plus précisément sur cette notion de coexistence entre les vivants. Alors pour bien camper le sujet, même si le mot en lui-même paraît plutôt explicite, c'est toujours bien de revenir aux basiques, aux définitions. Donc, qu'est-ce qu'on entend derrière le terme exister ? Eh bien, en fait, derrière, c'est la notion d'être en vie, d'être dans la réalité et repérable dans le temps et dans l'espace. Comment on pourrait formuler la notion de coexister, de coexistence ? Eh bien, c'est le fait d'exister simultanément, en même temps que quelqu'un ou quelque chose, ou encore avec un groupe. En fait, ça implique en fait de manière sous-jacente en fait cette notion qu'il faut être conscient de l'existence des autres vivants. On ne peut pas coexister si on n'a conscience que de sa propre existence, bien évidemment. Pour coexister, la première étape, c'est bien évidemment d'accéder à la conscience de l'existence des autres vivants, et donc dépasser l'ignorance ou l'indifférence au sujet des autres êtres vivants qui nous entourent. Alors pour revenir un petit peu plus dans mon métier, dans mes missions, aujourd'hui, quel peut être le rôle de l'Office français de la biodiversité pour intervenir sur cette problématique ? Alors
Dans mon activité, je suis pour l'essentiel concernée par l'aspect de la connaissance, qui implique en fait l'étude de la biologie, de l'écologie, de la dynamique des populations de certaines espèces à enjeu, dans l'objectif de pouvoir rendre compte de l'évolution de l'état de conservation de ces espèces pour éclairer le débat public et les décisions de gestion. Donc ça, c'est un volet qui est important pour aller vers la coexistence. Il faut déjà connaître, comprendre. C'est la première étape pour ce que j'indiquais, accéder à cette conscience. C'est nécessaire, mais pas suffisant, hein, parce qu'on peut aussi rester entre nous. C'est la raison pour laquelle aussi je trouve l'échange qui est offert aujourd'hui par cette journée très intéressant pour permettre de jeter des ponts entre science et culture et art. On va voir comment justement créer des passerelles entre nos divers métiers. Et le deuxième volet, je ne détaillerai pas parce que ça a déjà été fait précédemment, c'est la mobilisation de la société, hein, qui cherche à partager les connaissances, justement, vulgariser ce qui est acquis par la connaissance au sein de l'établissement, favoriser la sensibilisation des acteurs au sein des territoires, inciter à s'engager et à agir en faveur de la conservation de la biodiversité et impulser, accompagner les changements transformateurs. Et il y a des liens évidents entre ces deux aspects des missions et du rôle de l'Office français de la biodiversité. Alors je tiens à préciser à ce niveau-là que sur l'aspect connaissance, Thomas nous a brossé l'étendue de la biodiversité. Il faut savoir que les espèces sur lesquelles on intervient au sein de l'établissement, en termes de suivi, d'études, sont finalement très limitées. Et on va s'intéresser particulièrement à des espèces pour lesquelles il y a une interaction vis-à-vis de l'être humain. Soit parce qu'il y a des enjeux sociétaux pour des espèces protégées, pour la conservation d'espèces protégées par exemple, mais souvent aussi parce que on s'intéresse à des espèces qui rentrent en conflit avec nos propres activités. Et donc on va chercher à les comprendre et aussi à faire en sorte de vivre avec, en trouvant notamment des solutions techniques qui permettent ce vivre ensemble. Mais juste garder à l'esprit que finalement cet aspect connaissance s'intéresse à une toute petite frange de la biodiversité et que finalement la mobilisation de la société, elle permet d'avoir une approche plutôt milieu, habitat dans son ensemble sur un territoire et de sortir un petit peu de l'approche espèce que nous avons plutôt dans notre travail de connaissance. Donc pour poursuivre, je vais détailler quelques actions de l'OFB qui peuvent commencer à tracer, à ouvrir les chemins de la coexistence entre les vivants. Donc je vais traiter de 3 exemples. Tout d'abord, un qui relève plutôt de la connaissance, du suivi de l'état de la biodiversité à travers des programmes d'études et de recherche. Donc je vais vous parler du programme Coexiste et plus particulièrement des relations castor-homme. Et ensuite, je vais puiser dans les dispositifs de mobilisation de la société en vous parlant également de l'Atlas de la biodiversité communale et des aires terrestres éducatives. Donc tout d'abord sur le programme d'études et de recherche Coexiste. Donc là, on est sur une thématique de travail à la frontière entre
les sciences écologiques et les sciences humaines et sociales. Là, je vous ai fait figurer les 5 grands thèmes sur lesquels nous travaillons actuellement et pour les prochaines années. Et vous voyez, j'ai fait figurer en bleu les espèces ou groupes d'espèces sur lesquels on travaille sur cet axe de coexistence. Et donc, vous voyez qu'en fait, c'est assez réduit. Hein, c'est des clés d'entrée à travers des espèces un peu clés dans la compréhension des interactions homme-faune sauvage. Mais c'est assez réduit. Donc on travaille sur les questions de coexistence avec les grands carnivores, les grands prédateurs, où là il y a une attente sociétale qui est forte vis-à-vis des impacts de ces espèces sur l'activité d'élevage conduite par l'homme. Nous travaillons sur la caractérisation des relations humains-castors afin d'identifier les déterminants sociologiques des conflits. Et nous travaillons aussi sur la question de la gestion intégrée du sanglier. Donc j'ai choisi de vous détailler la question des relations humains-castors, parce que c'est celle que je connais le mieux, et aussi parce que c'est l'espèce peut-être parmi celles-là qui, par rapport au sujet de la ville, qui va peut-être le plus vous parler. Alors peut-être le castor, vous n'imaginez pas du tout que vous puissiez le croiser à Strasbourg, mais détrompez-vous. Alors aujourd'hui, il n'est pas directement dans la ville, mais il n'est pas loin. Hein. Vous promenez dans la forêt de la Vonzenau, vous pouvez trouver des indices de présence de castor. Et donc j'ai choisi de vous détailler cet exemple-là pour vous illustrer le programme d'études et recherches Coexiste. Donc, en introduction, quelques éléments pour bien contextualiser cette problématique de relation castor et homme. Donc, le castor, c'est le plus gros rongeur d'Europe, hein, qui adulte fait 20 à 25 kilos. On ne s'imagine pas forcément tant qu'on ne l'a pas croisé. C'est quand même une grosse bête. C'est bien plus gros que le ragondin que vous devez bien connaître à Strasbourg. Et c'est une espèce qui a la particularité d'avoir la capacité de modifier son environnement pour répondre à ses besoins. Ce qui fait qu'on a pour habitude de le qualifier d'ingénieur ou d'architecte des cours d'eau. Donc vous voyez à l'écran, il est capable, pour assurer sa sécurité et se mettre à l'abri, de construire de toutes pièces une hutte. Si les conditions de l'habitat le permettent, il creuse simplement un terrier dans la berge. Si l'entrée n'est pas suffisamment protégée, il va créer une sorte de galerie à partir de branchages pour protéger l'entrée du terrier. C'est la version terrier-hutte que vous avez au milieu. Et puis, dans les situations de milieu humide très planes, sans relief de berge, comme sur la photo de droite, il crée son gîte de toutes pièces en amoncellant des branchages. Donc, ce qui fait que c'est une espèce qui est aussi assez visible dans l'environnement. En termes de mode de vie, c'est une espèce aux mœurs nocturnes, donc pas facilement visible par l'homme. Mais par contre, quand on se promène sur un cours d'eau ou à proximité, les indices de sa présence sont assez faciles à observer. Il est capable de couper des arbres de grand diamètre pour écorcer. Alors c'est un herbivore strict qui se nourrit à la fois de plantes herbacées, mais aussi en période hivernale notamment, qui a besoin d'accéder à l'écorce des arbres et notamment des jeunes branches. Et donc ça ne pose pas de difficulté, il est outillé pour d'abattre de gros arbres pour accéder aux jeunes branches du houppier pour se nourrir.
Donc là aussi, forcément, c'est assez visible dans l'environnement et ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Juste pour l'anecdote, donc quand un riverain d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau constate que son peuplier de culture ou son arbre fruitier a été abattu par le castor, la première réaction souvent c'est forcément d'être fâché, hein, parce que on prend du soin à cultiver et puis cet animal a la capacité de tout mettre à terre et bien souvent on va évacuer l'arbre. Si on ne connaît pas le castor, on ne connaît pas son mode de vie, on va nettoyer, on va évacuer l'arbre tombé. Et donc on supprime l'accès au branchage qui était justement recherché par le castor. Donc simplement pour faire le lien, quand on ne connaît pas l'écologie, l'éthologie des espèces, ça fait faire des erreurs. Et ça va à l'encontre de nos capacités de coexistence. Donc toujours ces allers-retours entre la connaissance et la coexistence. Il est capable aussi de construire des barrages. Alors c'est assez nouveau pour nous en France et dans la région Grand Est parce qu'on mettait ça sur le compte du castor canadien, très loin de chez nous, mais en fait le castor européen est tout à fait capable de construire des barrages, pas aussi imposants que son cousin canadien, mais quand même. Et en particulier quand son habitat n'est pas optimal. Quand il ne répond pas dans ses caractéristiques à ses besoins, le castor, il va mettre son grain de sel, il va se mettre à construire un barrage pour rehausser le niveau d'eau. Pour deux aspects, ça assure l'immersion de l'entrée de son gîte, c'est un facteur de sécurité pour lui, et pour étendre la nappe d'eau, et augmenter ses possibilités d'accès aux zones d'alimentation en périphérie de la nappe d'eau. Donc ce barrage peut être fait de branchage, de boue, il peut utiliser des cannes de maïs, il peut utiliser des pierres pour consolider la base. C'est assez sophistiqué quand même comme comportement. Et parfois il peut prendre des appuis naturels sur des souches ou des piliers de pont. Donc voilà, pour illustrer sa capacité à modifier son environnement et donc son petit nom d'architecte du cours d'eau. Donc aujourd'hui, c'est une espèce qui se porte bien. C'est une espèce qui a failli disparaître de notre territoire. Il restait seulement quelques dizaines d'individus dans la vallée du Rhône début du XXe siècle. S'en est suivi des opérations de réintroduction, de déplacement d'individus depuis le Rhône vers le bassin de la Loire et le bassin Rhin-Meuse, et réintroductions qui ont plutôt bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui, vous voyez, tout ce qui est en rouge sur la carte, c'est la présence confirmée du castor sur le réseau hydrographique français. Donc, c'est une espèce qui a finalement pu profiter de son statut d'espèce protégée pour recoloniser ces territoires historiques. Ce qui amène en fait le castor aussi à flirter avec les activités humaines. Sur l'illustration à l'écran, donc ça c'est pas en France, c'est une photo que j'ai prise chez un collègue suisse chargé du suivi de l'espèce dans son pays, où là on voit clairement des indices de présence du castor, donc des arbres rogniers, rongés, avec le Parlement fédéral en arrière-plan. Donc simplement pour vous illustrer qu'il peut tout à fait s'accommoder d'une vie en ville dans la mesure où la ressource alimentaire des bords de cours d'eau est suffisante. Et donc un voisinage direct avec nos propres activités. Donc l'OFB est organisé sur un principe de réseau d'interlocuteurs dans les départements qui sont formés au suivi de l'espèce et à l'accompagnement aussi de sa présence. Donc c'est le réseau Castor. Ce réseau a 4 principales missions, dont 2 en particulier qui m'amènent à avoir choisi ce thème aujourd'hui. La connaissance de l'espèce, bien sûr, donc la carte de répartition que je viens de présenter, et l'appui, le conseil pour la protection contre les dommages.
Donc, comme vous l'avez vu, les activités liées à la présence du castor rentrent sur certains territoires directement en conflit avec les activités humaines, par ces actions de coupe d'arbres, d'arbres de production ou d'arbres d'ornement, d'agrément, par ces constructions de barrages qui occasionnent des inondations de parcelles agricoles ou même de caves à proximité de villages. On constate aussi un problème de déstabilisation des berges qui peut être causé par le creusement de terriers. Donc tout un tas de situations où créent des points de friction entre le castor et l'homme. Et quand bien même, globalement, c'est une espèce qui jouit d'un capital sympathie auprès de la population, quand on est directement concerné par son activité, c'est pas forcément aussi une espèce aussi sympathique que ça quand il faut apprendre à vivre avec. Donc c'est une espèce qui peut être relativement clivante, avec des postures assez fortes de pro-castor ou anti-castor en fonction de la perception et de la représentation qu'on a de l'espèce et du vécu au contact de cette espèce, bien sûr. Je vous ai fait un petit extrait là, des gros titres d'un journal, l'Ardennais, c'est tout récent, hein, ça date du mois de janvier. « Les castors leur font vivre l'enfer », avec une petite citation, « Mes ancêtres ont connu la guerre et moi, je me bats contre les castors. Éleveur à Verrières, Pascal Liès vit comme nombre de ses confrères un enfer. » Donc c'est fort, hein, c'est viscéral. Ça peut aller loin, puisque ça peut conduire à la destruction illégale d'une espèce protégée. Hein, quand le problème n'est pas solutionné et qu'on n'accède pas à cette capacité de coexister, ça peut finir comme ça. Hein. Donc ça, c'est un exemple en Belgique, je précise. Alors, pour l'accompagnement des plaignants, puisqu'on les nomme comme ça, des personnes qui s'adressent à l'OFB pour signaler des dommages causés par le castor, on dispose d'un certain nombre de solutions techniques pour prévenir des dommages par coupe ou écorçage. On peut procéder simplement par pose de manchons plastiques autour des arbres, pose de grillage, on peut clôturer les parcelles concernées, on peut éviter au castor d'accéder dans certaines zones par des poses de grilles dans le cours d'eau. Donc voilà, c'est des solutions techniques, c'est aussi assez interventionniste. Hein. Voilà, je vais vous montrer la diapo d'après qu'il l'est encore plus, les solutions techniques sur les barrages. On donne un coup de pioche pour écrêter un peu le barrage et permettre à l'eau de passer. On pose des siphons, hein, des tuyaux pour niveler le niveau d'eau entre l'amont et l'aval. Grande ébauche de matériel et d'huile de coude pour aller corriger ces activités du castor, avec des résultats plus ou moins efficaces selon le contexte de terrain. Mais on peut quand même accompagner avec ces outils-là un certain nombre de situations de conflit. Mais ça ne marche pas systématiquement. Ces solutions techniques ne répondent pas forcément à toutes les situations. Ce qui nous amène aussi à étudier d'autres pistes, notamment, dans certains contextes, des plans d'intervention par zonage. Donc là, on va faire un peu la part des choses entre les enjeux économiques de production. Par exemple, quand le castor s'installe sur des petits canaux de drainage au sein d'une grande populiculture, on peut se demander est-ce qu'on peut vraiment lui laisser sa place ici, sachant qu'à part le peuplier, il n'y a pas grand-chose d'autre à manger, ou est-ce qu'on dédie finalement cet espace à la culture et on empêche le castor d'y venir pour qu'il se tienne à l'extérieur sur des milieux qui lui sont plus favorables. Ça peut être des enjeux de sécurité publique. Je vous parlais de déstabilisation de berges sur des canaux. Parfois, ça peut concerner aussi des axes routiers.
Donc on peut avoir cette logique de partition de l'espace, de zonage, pour limiter l'impact de castors sur nos activités. On peut aussi intervenir par maîtrise foncière, donc en rachetant les terrains de parcelles concernées, parcelles inondées souvent, ou qui sont inappropriées, qui deviennent inappropriées à la culture, et en faire une gestion écologique. Donc là, on change la vocation d'un terrain. C'était un terrain agricole, ça ne s'y prête plus du fait de l'activité du castor sur le cours d'eau voisin de la parcelle. Et ben, on lui redonne une vocation naturelle, avec une gestion adaptée. Ça peut être une autre piste. Et enfin, la piste ultime, j'allais dire, parce que finalement, si on arrive là, on résout le problème du conflit homme-castor, mais bien au-delà, puisque le castor, il est dans son milieu, en interaction avec son environnement et les autres espèces, ben, c'est d'aller vers la renaturation des berges et de la ripisylve. Sur un cours d'eau naturel, et en bon état, le castor ne pose pas de problème. Quand on respecte la bande enherbée en bordure de cours d'eau, qu'on ne cultive pas le maïs jusqu'au ras du cours d'eau et qu'on laisse s'exprimer la végétation au bord du cours d'eau, et bien le castor il trouve de quoi manger sans interférer avec les activités humaines. Donc ça peut être une solution. Et enfin, on peut voir les choses encore plus globalement en réalisant des opérations de restauration du cours d'eau pour finalement que le castor et toutes les espèces puissent y retrouver leur place. Et pour aller encore un peu plus loin sur ces pistes d'action, on s'aperçoit aussi qu'il y a une importance de dialoguer, d'échanger avec les acteurs du territoire confrontés à la présence du castor, et qu'il faut favoriser les réunions publiques et le partage d'expériences entre ces personnes. Et finalement, on a aussi recours aux sciences humaines et sociales pour nous aider dans ces approches et se questionner sur l'acceptation de l'espèce. Quelle nature voulons-nous? Quelle place laisser aux espèces dans les espaces occupés par l'homme? Et comment aborder ces questions de la coexistence avec l'appui, le regard des sciences humaines et sociales. Et finalement, on a engagé un travail avec l'université de Tours autour d'un programme participatif qui s'appelle Projet Castor, où, à travers cette espèce, donc c'est une espèce qui est une espèce modèle pour ce travail de médiation environnementale, on va étudier les représentations et la perception de l'espèce. Donc c'est un travail qui a été conduit en 2021 à travers des enquêtes sur 3 communes concernées à différents niveaux par la présence du castor, avec une présentation du projet, l'organisation de réunions publiques et la conduite d'un questionnaire et d'entretien non directif, avec notamment trois angles d'attaque: le degré de connexion à la nature, la place laissée aux sauvages et la question de l'utilité de la nature. Et ce travail de SHS a mobilisé les concepts de l'écologie de la réconciliation. Donc, investir le citoyen d'un sentiment de responsabilité vis-à-vis de la conservation de la nature. À travers cette entrée du castor, s'est trouvée aussi à émerger la notion de voisinage. La nature et les êtres vivants, c'est une seule et même communauté. Comment vivre ensemble? Et enfin, ce qui est également ressorti de ce travail, c'est un besoin de co-construire les savoirs. C'est-à-dire, il n'y a pas les sachants ou les scientifiques qui connaissent, qui suivent l'espèce d'un côté, et les habitants, les acteurs du territoire qui se trouvent à vivre avec l'espèce. Il faut construire ensemble ces connaissances, ces savoirs autour de l'écologie, autour de l'histoire de l'occupation du territoire et de sa géographie. Donc de ce travail-là, il ressort un certain nombre de pistes assez concrètes pour le travail du réseau Castor d'accompagnement
du retour de cette espèce sur le réseau hydrographique. Alors on va chercher à co-construire la cohabitation entre le castor et les activités sylvicoles et agricoles. Donc c'est vraiment travailler main dans la main avec les interlocuteurs qui font face à la présence de cette espèce. Changer aussi un petit peu de regard. Donc on avait le castor d'un côté et les usagers de l'autre. Finalement, quand on regarde un petit peu comment ils fonctionnent les uns les autres, castors, sylviculteurs, agriculteurs, gestionnaires du cours d'eau, on est en face d'aménageurs de l'espace, que l'on considère l'un ou l'autre. Et donc on peut s'appuyer sur cette notion de voisinage et de respect du travail de chacun pour co-construire cette cohabitation. Et enfin, il nous faut aussi travailler sur la sensibilisation au rôle écologique du castor dans son milieu. Sortir de l'anthropocentrisme pour aller vers l'écocentrisme. Vous voyez bien que l'émergence de ces situations de conflit repose sur une vision en fait très limitée du lien entre l'homme et la biodiversité, l'homme et une espèce, et que c'est uniquement l'interaction négative qui fait émerger le questionnement de cette relation. Donc il faut aller plus loin dans la connaissance et dans la conscience de cette interdépendance. Donc pour l'OFB, pour les agents qui participent au réseau Castor, ça nous a amené aussi à revoir notre positionnement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était plutôt l'expert, le sachant par rapport à l'écologie de l'espèce qui rencontrait le plaignant un peu en position d'ignorance par rapport à l'espèce. Et ça, c'est pas favorable à faire émerger ce principe de coexistence. De même que la position représentant de l'État, les agents de l'établissement sont tenus avec la Marianne, police de l'environnement. Donc il y a aussi une interaction de cette nature avec le citoyen. Et ça peut un petit peu aussi dans les échanges orienter les postures finalement. Donc il faut essayer de dépasser ça pour être dans un principe de co-construction de la cohabitation. Sortir aussi du seul rappel à la réglementation et des interdits. Alors effectivement, l'objectif c'est de solutionner les situations de conflit pour éviter la destruction illégale de l'espèce, comme je l'ai illustré tout à l'heure. Mais c'est peut-être pas le premier angle d'attaque quand on va rencontrer les plaignants. Pas tout de suite aller dans le dur de la réglementation, mais plutôt dans l'écoute, dans l'empathie par rapport à la situation vécue, dans la vulgarisation des connaissances autour de l'espèce auxquelles ils sont confrontés. Et aussi se permettre un peu d'anthropomorphisme, ce que j'indiquais tout à l'heure, la notion de travail, respecter aussi cette espèce dans ses interactions avec l'environnement. Je poursuis avec 2 exemples rapides sur les missions de mobilisation de la société. Donc l'Atlas de la biodiversité communale, c'est une démarche en faveur de la biodiversité qui est portée par les communes et qui est impulsée par l'OFB. Donc l'ABC, l'Atlas de biodiversité communale, permet à une collectivité de connaître, préserver et valoriser son patrimoine naturel. Donc en 3 volets, tout d'abord la connaissance, qui repose sur la réalisation d'un diagnostic et de cartographie des enjeux de la biodiversité au sein du territoire communal. Dans un deuxième temps, la mobilisation, avec un outil d'appropriation des enjeux et de sensibilisation des acteurs locaux à cette biodiversité. Et enfin, un volet plus ancré dans l'action, de préservation, de valorisation, avec un outil stratégique pour la mise en œuvre de politiques communales en faveur de la biodiversité.
Donc on est bien là dans la complémentarité de ces trois volets. Donc je vais pas vous détailler ici les différentes étapes, c'était simplement pour vous montrer que ça implique à travers les différentes étapes vraiment un investissement de la commune dans ce sujet de la connaissance et de la protection de la biodiversité sur son territoire. Donc ça passe bien sûr par une étape de diagnostic, d'identification des enjeux et de construction des actions en faveur de la biodiversité. Donc il y a vraiment un caractère appropriatif de cette problématique au sein du territoire communal. Donc aujourd'hui, on a près de 2800 communes qui se sont déjà investies dans cette démarche de l'Atlas de biodiversité communale. Et donc c'est un travail que l'on poursuit auprès des communes pour promouvoir la prise en compte, la protection de la biodiversité sur leur territoire. Concernant les aires éducatives, donc on distingue les aires marines éducatives et les aires terrestres éducatives. Donc l'objectif des aires éducatives, donc par une démarche de projet, permet de conjuguer la théorie et l'expérience au contact de la nature pour les apprentissages. Donc ça vise les scolaires. Hein. Et l'objectif est de développer l'éco-citoyenneté des élèves via la protection et la gestion participative d'un bien commun. Ça vise aussi à reconnecter les élèves à la nature et favoriser la connaissance, la préservation, et enfin à faire émerger des synergies entre usagers, communautés éducatives et acteurs de la protection de l'environnement. Donc l'objectif pour l'année 2022 était d'atteindre les 500 aires éducatives à l'échelle nationale et de permettre au plus grand nombre d'élèves possible, au cours de leur scolarité, de bénéficier de ce dispositif. Donc ça, c'est les objectifs généraux. Donc cette approche donc, des aires éducatives repose en premier lieu sur le choix d'un territoire d'environ 1 hectare qui est choisi, validé par les élèves, le plus souvent à proximité de leur école pour pouvoir s'y rendre facilement. Et c'est une zone qui sera gérée de manière participative par les élèves d'une école et qui donc favorise la sensibilisation à la connaissance et à la gestion du bien commun. Donc ça repose vraiment sur une démarche éducative. Donc l'articulation se fait autour d'un trio d'acteurs engagés, donc un référent du monde de l'éducation à l'environnement, une école, bien évidemment, avec l'enseignant et les élèves d'une classe, et le principe d'un conseil des élèves qui gère cette aire éducative. Donc c'est destiné aux classes de CM1 jusqu'à la 3e. Et bien évidemment, la commune qui donne son accord et appuie donc le choix et la gestion de cette aire éducative. Donc ce label, aire éducative, il repose sur le triptyque connaître, vivre sur un territoire et transmettre. Donc transmettre la connaissance, transmettre la prise de conscience des enjeux de biodiversité. Oui, bon là je vais passer vite, c'était simplement pour vous montrer à travers ce petit schéma que le Conseil des enfants mène des réflexions collectives et prennent des décisions au fur et à mesure de la démarche. Donc là encore, on est vraiment dans une appropriation de la démarche et un investissement direct des élèves dans ce travail. Donc je sors des exemples que je souhaitais vous présenter et pour terminer, je voulais partager avec vous quelques pistes de réflexion
pour retisser des liens entre les vivants et nourrir ces liens. Donc, ce qui m'est apparu dans les petites investigations que j'ai menées pour préparer cette intervention, c'est qu'il me paraît essentiel de réveiller notre curiosité pour le vivant, de réapprendre à regarder et à prendre le temps. La notion de temps est importante. Prendre le temps d'observer le vivant autour de soi. Ça me paraît être la première étape. Je vis à Strasbourg, je vis en ville. J'ai fait grandir mes enfants aussi. Et j'ai l'impression que qu'on perd un petit peu le sens de l'observation de ce qui est autour de nous. Le tissu urbain est un support de nos activités, mais on a tendance à cloisonner en fait les choses et à dire que la ville c'est dédié à l'homme et puis à la nature par ailleurs. Je sors de Strasbourg, je vais me promener dans les forêts périurbaines, je monte sur le massif vosgien et je suis au cœur de la nature, plus ou moins sauvage, et on oublie que finalement on peut avoir ce lien et ce contact avec la nature même en vivant en ville. Et je pense que c'est important de retrouver ça pour nos équilibres. Il faut aussi se recréer des occasions d'expérience au contact de la nature, qu'elles soient réelles, à travers une véritable pratique de terrain, observer les oiseaux, apprendre à les reconnaître, comprendre comment ils vivent, voilà, une forme de curiosité naturaliste. À travers donc ce contact à la nature, cette expérience, ou des expériences fictives à travers des œuvres culturelles ou artistiques. Donc en fait des expériences un petit peu par procuration, mais qui peuvent tout à fait aussi nous ouvrir à ce contact à la nature. Et je crois beaucoup au fait que la culture et les arts puissent favoriser en fait ces expériences au contact de la nature quand celles-ci ne peuvent pas être concrètes, réelles sur le terrain. Et donc ces expériences fictives ont tout leur sens dans cette nécessité de trouver les voies de la coexistence. Ce qui me semble important aussi, c'est de développer le sentiment d'appartenance à un tout. On est peut-être parfois un peu autocentré, anthropocentré, et le fait de toucher du doigt à travers justement cette curiosité et ces expériences de nature, le fait qu'on est un vivant parmi d'autres, c'est une étape importante pour aussi conscientiser notre interdépendance et donc l'importance d'aller vers cette coexistence et le respect entre les vivants. Nous amener aussi à considérer les autres vivants, à leur porter attention, à favoriser l'acceptation des autres vivants. Donc tout ça, c'est très relié, c'est différentes manières de formuler ces idées-là. Et enfin, chercher à faire émerger, inventer une nouvelle culture commune du vivant, parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui s'est perdu. C'est-à-dire que je pense que si on faisait un petit radio-trottoir auprès des Strasbourgeois pour savoir un peu combien d'espèces différentes ils sont capables de reconnaître, de nommer autour d'eux, malheureusement, je pense qu'on n'atteindrait peut-être pas forcément la dizaine d'espèces. Voilà, pour diverses raisons. La curiosité, la capacité d'observer et aussi l'éducation, l'accompagnement que nous avons dans ce contact au vivant, qui aujourd'hui, j'ai le sentiment, c'est un peu perdu.
Voilà, pour finir, je voulais aussi représenter un petit peu cette réflexion de ambivalence entre le rationnel et l'émotionnel sur ces questions-là, ces questions d'expérience, de nature et de coexistence. Moi, dans mon quotidien, je suis plutôt ancrée dans le rationnel, donc les sciences. On observe, on décrit, on cherche à comprendre, à connaître. Mais c'est important, en balance, d'avoir aussi les émotions qui vont avec cette connaissance rationnelle, avec cet émerveillement pour la diversité, la beauté du vivant, le respect que cela inspire, le sentiment d'altérité aussi, qui sont pour moi indispensables à créer les conditions de la coexistence. Donc, à travers ma présentation, j'espère vous avoir convaincu de notre interdépendance, nous, êtres humains vis-à-vis des non-humains, des autres êtres vivants. Donc, c'est la première étape, c'est d'en prendre conscience. Les autres questions qui ont été posées en introduction de ces journées, c'était comment faire pour construire, pour accéder à cette coexistence. Donc je termine mon intervention par des questions pour ouvrir les échanges et les réflexions que nous pourrions avoir ensemble. Comment offrir des expériences de contact avec la nature en milieu urbain, pour revenir un petit peu sur le sujet de la ville. Comment réapprendre à observer et connaître la nature en ville. Comment nous reconnecter à elle, même en contexte urbain, et réapprendre à vivre avec les autres vivants qui nous entourent. Voilà, je termine ma présentation sur un petit nuage de mots. J'ai pioché parmi quelques notions, quelques concepts, quelques termes clés qui sont ressortis de mes réflexions. J'ai projeté là en nuage de mots. Je ne vais pas les commenter, c'est simplement pour partager un petit peu ces idées, ces notions à travers ce visuel. Voilà, j'ai terminé. Je finis aussi par une citation. Le but vers lequel tendre, c'est une civilisation où la technique servira à épargner la nature et non à la détruire. C'est une citation de Robert Hénard, qui est un artiste et écrivain suisse, et qui est très inspirant sur ces sujets-là. J'avais une question par rapport au projet Castor. Est-ce que depuis que vous allez voir justement les gens qui sont concernés par ce problème-là, vous avez l'impression qu'il y a une amélioration de la vision de l'animal ou même de l'envie de le protéger, ou pour l'instant le dialogue est un peu rompu entre... Alors il y a beaucoup de cas de figure différents en fait. Quand se sont conduites les premières opérations de réintroduction du castor sur la vallée de la Moselle dans les années 80, il y avait eu un gros travail d'accompagnement de son retour auprès des populations, avec des réunions publiques, de présentation de l'espèce, d'explications quant à son mode de vie, sur les situations justement d'interaction entre l'espèce et les activités humaines. Et ça avait vraiment permis de créer un terreau global très favorable à son acceptation. Et les premières décennies de son retour, on n'a pas du tout été concerné par ce type de difficultés. Et puis finalement, cet effort d'accompagnement au plus proche du terrain s'est un peu distendu. Il y avait d'autres sujets de préoccupation en lien avec cette espèce, notamment suivre l'évolution de son aire de présence. Et le castor est arrivé sur des portions de cours d'eau où la population découvrait
par leurs observations de terrain ou des situations même de dommages à proprement parler, découvraient le retour de cette espèce avec laquelle ils avaient complètement oublié de comment on pouvait vivre avec. C'est le problème de l'amnésie environnementale. C'est le cas aussi pour les grands prédateurs. Ils ont été pour le coup exterminés, éradiqués du territoire français. Le castor avait subsisté dans une toute petite partie du bassin du Rhône. Donc il y a tout un tas de savoir-vivre avec certaines espèces qui a été perdu pendant les décennies d'absence de nos territoires. Et finalement, ce savoir-vivre, il déployer des efforts maintenant pour le réanimer, le réactiver. Et donc les situations peuvent être extrêmement variées. C'est-à-dire que parfois on a un appel, je prends un exemple qui s'est passé en Alsace, d'un maïsiculteur très remonté parce que sur sa parcelle en bord de cours d'eau, il constate des cannes de maïs qui ont été coupées. Alors, il faut faire le tri entre les responsables possibles, parce qu'il peut y avoir le sanglier, bien sûr, il peut y avoir le ragondin. Bon, là, on avait un faisceau d'informations qui nous montrait bien qu'il s'agissait du castor. Donc, le responsable était bien identifié. Donc, on va rencontrer cette personne sur le terrain. Et on le laisse parler, on le laisse exprimer son sentiment un peu à chaud, comme ça, d'être gêné dans son activité par cette espèce qui détruit son travail, ses efforts pour produire du maïs. Et finalement, de fil en aiguille, on se rend compte que la surface concernée, les quelques cannes de maïs, c'est pas dramatique en termes de baisse de rendement. Que finalement, le problème, ça serait plutôt d'autres espèces. Je voulais expliciter le terme, j'ai oublié. Espèces à perception différenciée. Donc ça veut dire que selon comment on se trouve, ça va être plutôt une espèce qu'on voit favorablement ou au contraire qui gêne et puis qui devient indésirable. Et donc finalement le castor est parfois le révélateur d'une situation dégradée par ailleurs. Donc là, l'exploitant nous dit oui, c'est pas les quelques cannes du castor, mais regardez, je suis déjà embêté par le sanglier, les clôtures, ça marche plus ou moins bien. Donc en fait, parfois c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Et en discutant, alors pour ce cas-là, avec cet exploitant et en explicitant la raison pour laquelle le castor s'est retrouvé à s'attaquer à ces cannes de maïs, en expliquant qu'il cultivait jusqu'au ras du cours d'eau. Finalement, il n'avait plus de végétation spontanée naturelle, et que pour s'alimenter, le castor il prend ce qu'il trouve. Et en détaillant un petit peu l'écologie, la biologie particulière de cette espèce, on a facilement, avec cette personne, assez facilement gagné le capital sympathie, c'est-à-dire il est passé de l'autre côté. C'est-à-dire que très remonté contre l'espèce initialement, de l'avoir laissé parler et d'avoir présenté l'espèce et expliqué pourquoi il rentrait en conflit dans le contexte de terrain concerné, cette personne s'est très vite calmée et oui, je vais terminer. Et même devenu un ambassadeur de l'espèce sur le cours d'eau. C'est-à-dire que j'ai dit c'est génial, alors j'étais cette espèce à côté de chez moi. Il emmène ses enfants le voir à la tombée de la nuit. Ah ouais, c'est quand même sympa. Puis finalement, ça fait pas tant de dommages que ça. Donc voilà, c'est simplement pour vous illustrer que on va avoir des situations extrêmes où aussi quand le problème n'est pas pris suffisamment tôt et suffisamment rapidement, c'est-à-dire que montrer qu'en face il y a une forme de considération pour le dommage et de réactivité dans la recherche de solutions, les situations peuvent quand même vite se dégrader.
Non. Mais c'est plus un partage à propos de la notion de perte de savoir ou d'amnésie environnementale. Est-ce que c'est pas plutôt qu'une perte de savoir dont il est question, mais davantage une fabrication d'ignorance? Parce qu'en fait, c'est trop facile, j'allais dire, de considérer que il y aurait eu un temps où le savoir se transmettait d'une façon fluide, de génération en génération. Et je mets ça en regard de l'image avec la masse, la biomasse. Donc fatalement, quand les espèces domestiquées représentent 96% de la biomasse, il est davantage question de partage d'espace et d'intérêts économiques qui vont avec cette production en masse de matière animale. Et encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est plus question de fabrication délibérée d'ignorance que de perte de savoir à l'endroit de ces savoirs. Voilà, mais ça appelle pas de réponse. Hein, oui, je pense qu'il y a un peu les deux phénomènes sont imbriqués, à mon avis. Ouais. Parce que aussi le fait de plus être confronté à la situation du vivre avec, et on met ses ressources, ses efforts vers autre chose en fait. Je dis ça parce que pour le cas des grands prédateurs, le loup, le lynx, l'ours aussi, les éleveurs, à partir du moment où ces espèces prédatrices ont été exterminées, ont totalement modifié leurs pratiques. Le risque, la menace n'est plus là, et voilà, je suis pas obligée de surveiller mon troupeau toute la journée, je vais le voir une fois le matin ou une fois le soir. J'ai plus besoin de le maintenir en enclos, en parc sécurisé. Donc finalement, c'est de fait quand la contrainte qui nous oblige à prendre en compte et à rechercher des solutions de coexistence n'est plus là. Et de fait, ça se perd. C'est pas donc. Oui, je pense que il y a un peu les deux aspects qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Je pense que c'est très inspirant pour ce que l'on va avoir à mener